Waouh, nous y sommes, la troisième journée c'est terminé, les phases de poule c'est fini, ça passe bien vite dans ce tournoi. On va procéder comment? On va faire un petit récapitulatif de cette phase de poule de cette troisième journée. On va ensuite se mouiller avec l'équipe type de cette phase de poule, puis encore plus se mouiller avec le bracket final, des 16e jusqu'à la finale. On va aussi voir où est-ce qu'on a vu juste, où est-ce qu'on s'est trompé. Si tu veux m'aider, ça pourrait bien me faire plaisir, tu peux t'abonner. Ça m'aiderait énormément. Allons-y pour le récap, pour démarrer. Avec cette poule A qui se termine avec le Mexique à 9 points. Il n'y a pas beaucoup d'équipes au final qui font 9 points dans cette compétition. Le Mexique en fait partie. La Tchéquie avec 1 point. Ouais, là on s'y attendait pas. Faut dire quand même que là où on les mettait deuxième, on avait précisé que n'importe qui pouvait finir premier ou quatrième dans cette poule tant elle est homogène. Mais la bonne surprise, ça reste l'Afrique du Sud, que j'avais placé troisième. Ils ont créé ce petit exploit face à la Corée du Sud lors de la dernière journée. J'en suis bien contente. Moi, je pense qu'il y a une belle équipe quand même sous Monsieur Bros. J'apprécie. Poule B, la Suisse finit première, comme prévu. C'était pas bien parti, mais elle a réussi avec quelques ajustements, notamment Manzambi en tête de gondole avec Vargas, Ruben Vargas, ça se passe mieux. Le Canada deuxième à égalité de points avec la Bosnie-Herzégovine. Et le Qatar, malgré la petite surprise de la première journée face à la Suisse, non, ça suffit pas. Cette équipe n'est vraiment pas au niveau d'une Coupe du Monde. Déjà la dernière c'était compliqué, là beaucoup plus. La poule C, en plein dans le mille. On avait estimé que le Brésil et le Maroc seraient à égalité de points et que ça se jouerait au goal average en faveur du Brésil. On est en plein dedans. Par contre, j'imaginais l'Écosse réussir à se qualifier parmi les meilleurs troisièmes. C'est pas le cas. Ça passe pas pour eux. Là où Haïti, beaucoup plus difficile que le Qatar pour le coup. Dans la poule D, États-Unis première. Ok, je les avais mis deuxième, mais Turquie quatrième. J'étais loin du compte. Cette Turquie, elle commence à être habituée à nous décevoir. C'est bien dommage. T'as des individualités qui valent vraiment le coup, mais je crois que collectivement, il y a des grosses lacunes qui t'empêchent de tutoyer les hautes sphères de la Coupe du Monde, parce que cette États-Unis, à contrario, elle est étonnante. Je ne m'attendais pas du tout à des USA à ce niveau-là. L'Australie est aussi satisfaisante et le Paraguay m'impressionne. Ça reste un jeu restrictif, mais le Paraguay arrive à tirer son épingle du jeu avec un très bon Orlando Gil au cage. Ça, on y reviendra. Dans la poule E, j'avais peut-être un petit peu sous-estimé la Côte d'Ivoire, ou alors surévalué l'Équateur. J'imaginais leur position inversée. En fin de compte, l'Allemagne, première de groupe à égalité de points avec la Côte d'Ivoire, deuxième. L'Équateur finit dans les meilleurs troisièmes, donc on les verra au tour prochain. Cette poule a quand même tenu toutes ses promesses. On a eu des beaux matchs. Bon, l'Allemagne-Curaçao, le 7-1, je sais pas si on le compte dedans. Il y a eu des buts certes, mais l'adversité n'était pas incroyable. Autrement, les matchs entre Allemagne, Côte d'Ivoire, Équateur ont vraiment tous été très bien. Donc, l'une des deux poules de la mort a été satisfaisante. Dans la poule F, pas tant de surprises, si ce n'est que la Suède, je les imaginais pas avec 4 points. Ils sont qualifiés. Plus que ça, ils jouent contre l'équipe de France en 16e de finale. Et les Pays-Bas ont fait le break sur le Japon. Bon, ça reste pas vraiment une surprise. Beaucoup voyaient le Japon devant les Pays-Bas. Il a manqué d'un petit quelque chose quand même si ces Pays-Bas, ces Japonais sont très bons. Dans la poule G, là, il y a eu des frayeurs. La Belgique s'en tire à la 94e. À la 86e dans un premier temps, à la 94e, juste après l'entrée de Lukaku, 2 buts qui permettent de faire passer cette Belgique à la première position juste devant l'Égypte. J'ai presque envie de dire que c'est immérité au vu de la phase de poule de l'Égypte et de la déception belge. Après tout, s'ils finissent là, c'est pas non plus pour rien, donc on verra sur la suite de la compétition ce que ça va donner. En tout cas, cette Égypte me rend vraiment curieux. Et la Nouvelle-Zélande, que j'imaginais en demi-surprise terminer 3ème, avait bien commencé sur le premier match, mais ça s'est un petit peu écroulé ensuite. Ça suffit pas, c'est pas un pays de football. La poule H, est-ce que c'est pas peut-être là la plus grosse surprise de cette Coupe du Monde pour le moment? Le Cap-Vert, 2ème de poule, devant l'Uruguay, devant l'Arabie Saoudite. Ça, c'était difficilement prévisible. Bon, être 2ème avec 3 points
ça en dit long sur l'état du niveau de la poule. Il y a des troisièmes qui sont à 3 points et qui ne font pas partie des meilleurs troisièmes. Bon, on en pense ce qu'on veut. Cette poule était vraiment faiblarde, peut-être la moins relevée. Cette Espagne a même eu l'occasion de ne pas briller et de réussir très simplement. Notre poule, l'autre poule de la mort, France, Norvège, Sénégal, Irak. Comme prévu, 0 points pour l'Irak. La France première, c'est magnifique. La Norvège n'a pas vraiment joué le jeu sur la dernière confrontation contre nous. Et le Sénégal, pour mon plus grand bonheur, s'en tire grâce au goal average, le plus 2, grâce au 5-0 ou le 5-1, 5-0 il me semble contre l'Irak. Très content de ça. Les 3 de cette poule de la mort s'en sortent. Ouais, c'est la logique des choses. Ça aurait été dommage d'en laisser un en route, tant les 3 peuvent prétendre à des places de quart, demi-finaliste, pourquoi pas. La poule J, on s'approche de la fin. J'imaginais l'Autriche première. Non, l'Argentine est beaucoup trop forte. Beaucoup plus forte en tout cas. Ce que je retiens, c'est surtout ce final. Autriche-Algérie, on sait que historiquement, ce match a une valeur particulière. Et les deux se sont quittés sur l'un des matchs de la compétition. 3 partout. Des buts en toute fin de match pour aider les deux à se qualifier. Les 2 à 4 points. Petite problématique pour ma part. L'Autriche termine en deuxième, se coltine le premier du groupe H, l'Espagne, donc Espagne-Autriche en 16e, tandis que l'Algérie, qui termine troisième de la poule J, s'en sort beaucoup mieux, en tirant le premier de la poule B, soit la Suisse. Bon, ouais, les poules n'étaient pas toutes équilibrées de la même manière. Je crois que il valait peut-être mieux terminer troisième dans cette poule, en fin de compte, pour espérer survivre un peu plus. Mais on en reparlera au moment de nos pronostics pour le bracket final. Poule K, avant-dernière poule, la Colombie. Ça aussi, c'est une énorme surprise. Pas satisfaisant sur les matchs amicaux. Ils se sont fait bourlinguer contre la France, contre le Brésil aussi, il me semble. Et là, c'est clairement l'une des plus belles équipes du tournoi. L'une des équipes qui produit le jeu le plus satisfaisant. A contrario, le Portugal, l'une des plus grosses déceptions pour le moment. Donc bon, ils s'en sortent. Malheureusement, on n'aura pas notre tant attendu Portugal-Argentine en quart de finale. La faute des Portugais. À croire que c'était volontaire de les éviter. Pour l'histoire, c'est bien dommage, mais bon, ils peuvent encore se trouver en finale. J'y crois pas vraiment, je vous avoue, mais ce scénario existe encore. Donc pourquoi pas. Et la poule L, sans surprise, si ce n'est que le Ghana accroche quand même 4 points. Je misais pas vraiment sur eux, mais Angleterre, Croatie, Ghana, Panama, dans l'ordre des choses. L'Angleterre n'a pas brillé, si ce n'est que contre la Croatie lors du premier match. Mais bon, des configurations de matchs différentes. Le Ghana et le Panama, c'était des blocs bas. C'est pas les adversités que rencontrera l'Angleterre sur les prochains matchs, à la limite en 16e de finale, mais je suis vraiment pas inquiet pour ceux que j'ai placés en tant que champion du monde. Ça, c'est nos meilleurs troisièmes. Ouais, je suis assez déçu pour la Corée du Sud, qui avait vraiment bien débuté, qui s'installait en tant que leader, largement qualifié à l'issue de la première journée. Bon, même pas parmi les meilleurs troisièmes. Le Sénégal s'en sort de justesse, on l'a dit. Je suis content pour ce Paraguay qui se montre. Et après, on a l'Uruguay qui est la pire troisième. Ouais, ça c'est une déception aussi. Vous avez sûrement suivi l'affaire Marcelo Bielsa. C'est difficile. Je crois qu'il va falloir tourner la page. C'est dommageable. En tout cas, le graphique de l'équipe est assez parlant. Qu'est-ce qu'il nous explique ? Que la zone CONCACAF a qualifié 3 de ses 6 qualifiés. Donc les 3 pays hôtes, États-Unis, Canada, Mexique. Curaçao, Haïti et Panama out. Bon, effectivement, ils étaient trop faibles pour aller plus loin. Ils n'ont pas été ridicules pour autant. On a vu de belles choses, des choses intéressantes. Ils ont embêté les gros de leur poule. En Europe, la zone UEFA, 13 équipes qualifiées sur 16. Plutôt bonne performance. Déception turque, tchèque et écossaise. Bon, l'écossaise était peut-être un tout petit peu plus prévisible, mais déçu pour les autres. L'UEFA domine sûrement encore un petit peu le football mondial. Mais attention, il y a quand même une zone qui a fait fort. C'est la zone de la CAF. L'Afrique, une seule équipe pas qualifiée. Donc 9 équipes qualifiées sur 10.
ouais, la zone africaine, faut pas les prendre à la légère. Le football est vraiment bon en Afrique, tout comme dans la zone comme CONMEBOL, que l'Uruguay qui ne s'en sort pas. Et pour le coup, plus révélateur, la zone AFC, l'Asie. Ouais, le football est peut-être pas une religion dans ces endroits-là. On a un faible total de 2 équipes qualifiées sur 9. Il va peut-être falloir enlever des équipes asiatiques pour les prochaines compétitions. T'en as autant quasiment de qualifiés que les équipes africaines. Or, le niveau foot est incomparable. Japon, Corée du Sud, Australie sont des bonnes nations. Au-delà de ça, ouais, je pense que c'est un peu plus compliqué quand même. En termes de classement, les classements des meilleurs buteurs, on a du coup Messi tout en haut. J'ai l'impression d'avoir dit cette phrase beaucoup de fois dans ma vie. 6 buts. Ça nous donne 15 joueurs à au moins 3 buts dans cette compétition pour le moment. Je crois qu'on est sur des records. Ok, il y a eu plus de matchs, car plus d'équipes, mais beaucoup de buteurs et vraiment la Coupe du Monde des stars. Quand on voit les 5 meilleurs buteurs, les 5 qui ont au moins 4 buts, Haaland, Vinicius, Dembélé, Mbappé, Messi, on fait difficilement mieux en termes de stars. On a vraiment le gratin du football. Pour les passes décisives, on a pour le coup, combien ? 22 joueurs à au moins 2 passes décisives, et on en a 3 à 3 passes, Isaac, Guimarães et Michael Olise. Et nous allons passer à notre équipe type de la phase de poule, en commençant par les gardiens. Il n'y avait pas tant de choix, il n'y a pas un gardien qui s'est illustré notablement sans discussion possible. J'ai fini par mettre Vozinha malgré son mauvais match contre l'Uruguay. Pour l'aspect surprise, pour le premier match exceptionnel face à l'Espagne, et le dernier aussi était bon. Il y a contre l'Arabie Saoudite, il n'y a que l'Uruguay qui était un peu moins bien. On peut quand même situer Courtois, qui est un peu sauveur belge, Orlando Gil avec le Paraguay, on l'a évoqué, ouais, il mérite sa mention, et Alisson Becker avec le Brésil mérite aussi sa mention. En défense centrale, Chris Richards et Upamecano. J'ai pas du tout hésité pour Upamecano, malgré un moins bon match peut-être contre la Norvège. Les 2 premiers étaient excellents. Et Chris Richards, il faut bien récompenser un États-Unien parce que leur phase de poule est vraiment très bonne. Lui a été très bon. Tim Ream aussi, son acolyte en charnière, a été bon. Mais d'autres noms auraient pu être cités. Je pense très facilement à Kubarsi, MJF Liga, je t'en passe une, à Van Ecke et Virgil van Dijk pour les Pays-Bas, la charnière néerlandaise. Ouais, ils auraient aussi mérité une petite place. Pour nos latéraux, Mazraoui et Mohamed Hani. Attention, pas Mohamed Eni, pas le même joueur. Pas tant de choix en tant que pour les latéraux gauche. J'aurais pu mettre Cucurella, qui fait une bonne phase de poule aussi. C'est les 2 seuls que je ressors significativement. À droite, ça a été l'hésitation la plus courte de cette composition. Lui, il a été bon les 3 matchs. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont été excellents pendant 3 matchs. Lui, il en fait clairement partie. Ça laisse peu de place au débat. Khaïzaïan pour l'Iran aurait mérité aussi une petite mention en tout cas. Hakimi et Freeman également. Mais Mohamed Hani, oh, quelle révélation. J'ai beaucoup aimé sa phase de poule. Un double pivot. Ouais, on part sur un 4-4-2. Jude Bellingham et Nmecha. Ouais, Bellingham, sans aucun doute, il a évolué les 2 premières journées un cran plus haut en tant que 10. Mais hier soir, au moment où je m'enregistre, le dernier match, la J3 en tant que numéro 8 dans un double pivot, bah, il est toujours bon, Jude. Donc pas trop d'interrogations. Et Nmecha aussi. Quelle révélation pour Nmecha, qui est clairement l'homme à jouer de l'Allemagne, alors que c'était pas tant une évidence au moment de la liste. Aurait pu être là, Vité de l'Équateur. Ouais. Vité, il s'est pas trompé. Il nous a montré de belles choses aussi, très intéressantes. De Paul, Rodrigo De Paul également. McKennie pour les États-Unis. Et Guimarães. Pas tout le temps parfait, mais au final assez important et régulièrement décisif pour aider cette équipe du Brésil. Sur les ailes, Vinicius, j'ai pas peiné à le mettre. Je pense à Trossard, je pense à Quinones, mais Vinicius a été très important, l'homme du Brésil depuis le début de ce tournoi. Et à droite,
Un homme qui n'a pas joué la moitié des minutes de sa nation. Mais Joan Manzambi, c'est un immanquable. On peut pas mettre quelqu'un d'autre. On pouvait mettre Alvarado, Summerville, Dembélé. Mais Manzambi, ouais, c'était peut-être pour l'instant l'une des plus belles histoires de cette Coupe du Monde. Donc je le mets sans crainte. Et en attaque, le duo d'attaque, le duo de buteurs. Mbappé, Messi, au sommet du classement des buteurs. Messi, il n'y a pas trop de questionnement à voir. En plus, on est sur l'un de ses sur son positionnement préférentiel avec l'Argentine, une attaque à deux en tant que buteur, disons reculé. Mbappé, ouais, ça se tapait avec Brobbey. Haaland, Saibari aurait tellement mérité une place aussi dans cette équipe. Je pense que j'aurais peut-être dû lui en faire une d'ailleurs même. Saibari, un des hommes de cette phase de poule, à n'en pas douter. Mateusz Cunha aussi. Et Undav. J'ai pas voulu le mettre titulaire parce que autant Manzambi n'a pas joué beaucoup de minutes mais était titulaire au moins sur la J3. C'est vraiment pas le cas d'Undav qui a joué 3 fois 30 minutes, à tout casser. Vraiment à tout casser. Donc ça suffit pas. On le considère comme notre premier entrant, notre sub à la 65e. Tout ça, ça nous indique qu'on va passer à notre bracket finale. Que va-t-il en être? En tout cas, il y a du très lourd qui arrive. Nous y voilà. Et on a du lourd. Des 16e de finale très intéressants. Et on s'y attaque. Germanie, Allemagne, Paraguay. On va pas faire trop dans le suspense non plus. L'Allemagne devrait passer, mais par contre attention, parce que j'imagine les Paraguay les mettre vraiment en difficulté. Je pense que ce Paraguay-là, sous bloc bas, avec Orlando Gil, qu'on a déjà évoqué 2 ou 3 fois dans la vidéo, peut gêner cette Allemagne. Donc l'Allemagne, oui, j'ai pas de doute, mais avec difficulté, c'est ce que j'imagine. France-Suède, France, mais cette fois-ci sans difficulté. Après, les voisins norvégiens, c'est face aux Suédois. J'imagine la Suède être capable de marquer, mais si c'est le cas, on prend 3 ou 4 derrière, sans peine. Afrique du Sud-Canada, l'un des moins relevés de ces 16e, mais pas moins intéressant, parce que les deux équipes-là sont assez satisfaisantes en termes de jeu. J'aime les certitudes qu'a trouvé Hugo Bross là sur la dernière journée, mais le Canada, avec l'aspect à domicile, m'a aussi convaincu, j'en attendais pas autant de leur part. Parmi les 3 autres, c'était celui qui me plaisait le moins. Bon, bah je me trompe, ils sont intéressants. Pays-Bas-Maroc. Ouais, un match important. On connaît la forte communauté marocaine aux Pays-Bas. C'est un petit peu comme la communauté algérienne en France. Et on sait que ce sont deux pays amis, avec un niveau de foot relevé au possible. Ok, les Pays-Bas ont été intéressants sur cette phase de poule. Ils ont trouvé des choses intéressantes, notamment un trio offensif, qui n'a pas été aligné du coup sur la J3, mais ça devrait être le cas sur ce 16e de finale. Le Maroc, par contre, cette mini-Espagne 2010, me fait davantage peur. Ces 6 milieux de terrain me font davantage peur. Disons 8, parce que Masraoui et Hakimi, c'est aussi des milieux de terrain. Portugal-Croatie. 2 équipes peu convaincantes. Je mets le Portugal. J'aurais mis contre beaucoup d'autres adversaires une victoire de cet adversaire, mais contre la Croatie qui est assez faible, même si le Portugal c'est pas joyeux, la Croatie non plus. Et je trouve que cette Croatie est vieillissante en fin de cycle, ne s'est pas régénérée significativement en tout cas. Bon, le Portugal a quand même des armes à faire valoir, ça fonctionne mal pour le moment, mais on peut pas les enterrer aussi vite, donc je pars sur le Portugal. Espagne-Autriche. Est-ce que là, on pourrait pas avoir une des surprises de cette Coupe du Monde? Je pense pas tout de suite. Peut-être plus tard. En tout cas, ce match va être difficile pour l'Espagne. L'Autriche, c'est les meilleurs contre-presseurs de cette Coupe du monde même, je pense. Le meilleur gegenpressing, ça vient de là-bas en même temps. Et cette Espagne-là pourrait se faire embêter seulement la physionomie du match. L'Autriche est bon quand elle gêne son adversaire dans le dernier tiers adverse. Dans le premier tiers adverse. Là, l'Espagne a des possessions hautes, en principe. L'Autriche est plus fébrile à ce niveau-là.
Je suis embêté parce que j'avais mis l'Autriche surprise, arrivant en quart de cette Coupe du Monde, il me semble. Bon, ça devrait s'arrêter là. USA-Bosnie, beau match de foot. Je mets les États-Unis qui m'ont vraiment impressionné sans difficulté sur cette Bosnie. Et je dis pas qu'ils gagnent de 2 buts d'écart, mais même si c'est 1-0, ça sera un 1-0 net, précis. Belgique-Sénégal. Deux équipes qui ont déçu sur ces phases de poule. Les deux vilains petits canards de leurs poules respectives. Les deux ont trouvé plus de certitude sur la 3e journée. Le Sénégal balaye 5-0, je crois, l'Irak. La Belgique aussi fait un énorme score, avec notamment Lukaku, mais on en a parlé. Je pars sur le Sénégal. Faut pas négliger les équipes africaines, on l'a vu. Ce Sénégal, vous savez à quel point je le trouve compétitif, à quel point je l'aime. Il nous a déçus sur les phases de poule, mais j'ai confiance encore. Là où la Belgique, il faut passer à autre chose, que ce soit en termes de joueurs et de sélectionneurs. Brésil-Japon, je vais m'en tenir à ce que je disais en début de tournoi. Ce Brésil ne me convainc pas. Mais il est tellement déceptif, décevant, qu'on l'oublie carrément. Ouais, ce Brésil n'est pas Brésil 70, mais il y a quand même de fortes individualités. Vinicius est en feu. Le Japon est une belle équipe de foot, je suis d'accord avec vous, et je préfère regarder jouer le Japon. On sera tous d'accord. Mais je pense que ce Brésil est meilleur. Pas collectivement, mais individuellement. Et ça fait largement la différence dans le football de sélection. Côte d'Ivoire-Norvège. Là aussi, c'est un crève-cœur parce que l'une de ces deux nations va s'arrêter là. Mérite d'aller plus loin en 8e, en quart, en demi. Et je pars sur la Norvège, que moi j'avais placé demi-finaliste. Alors je vais pas les faire s'arrêter là. J'ai pas du tout été déçu par cette Norvège. Ils se sont bien conservés, bien reposés contre la France, donc en forme contre cette Côte d'Ivoire. Mais ça peut basculer de l'autre côté très facilement. Je l'imagine simplement. Mexique-Équateur. Duel en CONMEBOL. L'Équateur nous déçoit un petit peu quand même dans ce tournoi, là où on les imaginait aller assez haut. Et le Mexique, à contrario, n'est pas séduisante, mais par contre diablement efficace. Allez, pays hôte, tout comme le Canada et les États-Unis, qu'on a fait passer, on va faire passer le Mexique. Angleterre, RDC. Alors l'Angleterre, je vous le dis sans trembler, mais par contre, la RDC, c'est vraiment la kryptonite de l'Angleterre. On l'a vu sur les 2 derniers matchs de l'Angleterre, Ghana et Panama. Contre les blocs bas, c'est difficile. La RDC, c'est les maîtres. Avec l'Équateur et l'Égypte, la RDC, en contre-attaque, bloc bas, contre-attaque, c'est très dangereux. Donc, Angleterre, mais difficile ce match. Ils vont se faire peur. À la 60e, le 0-0, il peut basculer. Argentine, Cap-Vert. Vozinha ne suffira peut-être pas face à Messi. Australie, Égypte. Ouais, l'Égypte, que j'imaginais s'écrouler. J'ai pas confiance en cette nation. Quelle surprise. L'une des plus attractives. Très plaisante à voir jouer. Contre toute attente. Ouais, je les imagine battre l'Australie. Suisse-Algérie. L'Algérie qui s'évite l'Espagne pour jouer la Suisse, mais la Suisse est structurellement plus aboutie, là où l'Algérie a des qualités, mais c'est trop le désordre. Colombie-Ghana. Allez, on s'attardera sur la Colombie un peu plus tard, parce que cette belle équipe de football qui nous a tous un petit peu impressionnés ne devrait pas être inquiétée par le Ghana. Nos 8e. Nos 8e de finale. France-Allemagne, allez, on fait pas dans la dentelle. Pas de faux suspense. La France est supérieure à l'Allemagne, ça veut pas dire qu'ils vont les éclater. Cette Allemagne peut totalement nous sortir, c'est une belle équipe de foot. Mais je nous imagine en tout point supérieur, donc on va pas opter pour la surprise allemande. Canada-Maroc, c'est fin de parcours pour le Canada. Ok, très belle Coupe du Monde de leur part, c'est historique, mais ce Maroc est très très belle équipe de foot. Portugal-Espagne.
un classique européen. Ça va rappeler des bons souvenirs à Cristiano, coup franc direct, le 3-3. Mais ça suffit pas. Quand même, ce Portugal est trop décevant. L'Espagne me satisfait pas tant, mais le Portugal encore moins, donc je pars sur l'Espagne sans peine. États-Unis, Sénégal. Bah écoutez, on est en présence d'une surprise pour ma part. Vous savez que j'aime beaucoup ce Sénégal, mais par contre les États-Unis que j'attendais pas à ce niveau sont impressionnants. L'un des meilleurs footballs de ce tournoi. Ouais, je crois qu'on peut dire ça. Ça existe. Et ils pourraient filer en quart de finale. Un moment historique pour eux quand même. Face à ce Sénégal qui raterait, qui passerait à côté de sa Coupe du Monde en somme. Brésil-Norvège. Alors là, c'est le feu contre la glace. La lave contre les glaciers du nord de l'Europe. Et je m'avancerai même sur l'un des tout meilleurs matchs de la compétition, de par ses attaques extraordinaires face à des défenses respectivement moyennes. Ces deux équipes sont scindées en deux. Le niveau de l'attaque n'est pas celui de la défense. Et on part sur un 4-3 Norvège. Ouais, je donne le score cette fois-ci. Parce que j'imagine un scénario rocambolesque. 3 buts d'Haaland, 3 buts de Vinicius, pourquoi pas. S'il y a 1-0 pour le Brésil, ça sera déceptif, mais je pars là-dessus. Fin de parcours pour le Brésil, et aussi pour le Mexique, parce que l'Angleterre est meilleure. Encore une fois, l'Angleterre sans briller, ça va être un restrictif. Le Mexique peut savoir jouer bas, peut savoir contrer. L'Angleterre n'aime pas ça, mais est meilleure. Argentine-Égypte, ouais. Peut-être que Chaubert ne va pas, comme Vozinha, suffire pour stopper Messi. Et Suisse-Colombie, on fait passer cette Colombie, qui nous impressionne, évidemment. Avec une Suisse, j'attends de voir le match contre l'Algérie, mais mes figues mi raisin quand même. Est-ce que Mourad Yakin va être encore là à l'issue de la Coupe du Monde? Quart de finale, France-Maroc, le remake de la dernière demi-finale de Coupe du Monde. Le Maroc est meilleur qu'il y a 4 ans. Et ils ont atteint les demi-finales. Peut-être qu'on est meilleur nous aussi qu'il y a 4 ans, je sais pas. Ça se vaut. En tout cas, on fait plus peur, je pense. Et je crois qu'on est encore meilleur que ce Maroc. Si le Maroc nous sort, je serais pas surpris. Je vais pas faire l'étonner. Tant cette équipe de football, là, cette mini-Espagne 2010 est impressionnante à avoir joué. Mais la France est pour moi supérieure. Et Espagne-États-Unis. Est-ce que c'est à ce moment-là que je joue la carte de la folie? Oui, je vous le dis. Bon alors, si les États-Unis sortent Bosnie, Sénégal, puis Espagne, pourquoi pas France? Ah, on est sur la surprise de la Coupe du Monde, sans aucune contestation possible. Et c'est le scénario que j'imagine. J'y crois pas dur comme fer, parce qu'évidemment ils sont inférieurs à l'Espagne. Mais autant les États-Unis m'ont impressionné, autant l'Espagne m'a déçu. Cette Espagne qui, historiquement, est calée sur une force collective hors du commun, est désormais calée sur une force individuelle. Ok, le foot de sélection jure souvent par les qualités individuelles, mais cette Espagne tirait une force collective telle que c'était pas les individualités. Et lors du dernier Euro, ok, Yamal et Williams, là il n'y a plus Williams, ou en tout cas pas le même. Donc avec une seule force de frappe offensive, top 3 mondiales, 2, 1 peut-être même mondial. J'ai peur que ça ne suffise pas et qu'on soit sur l'un des chocs de cette décennie, de l'histoire de la Coupe du Monde, parce que cette Espagne qu'on annonçait comme favorite, au moins dans les 3, largement même dans les 3, aurait échoué une fois de plus sur les 3 dernières Coupes du Monde. Mauvais parcours. Mais j'opte pour une surprise. Il y en a toujours. Si les favoris gagnent tout le temps, ça se saurait. Là, je pète un plomb en mettant les USA. Mais je me comprends. Je le justifie. Norvège-Angleterre.
Je suis embêté parce que j'ai d'un côté l'Angleterre, mon futur champion du monde. C'est en tout cas ce que j'ai dit en début de tournoi. Et cette Norvège que j'ai placée en demi-finale. Donc, dans ce scénario, j'ai faux quelque part. Mais j'opte pour l'Angleterre. Parce que l'adversité norvégienne est plus relevée que celle du Mexique ou de la RDC. Par contre, le jeu favorise les attaques anglaises. La Norvège se découvre davantage. Donc défensivement, dans le dos, ça va passer. Et l'Angleterre, là, va montrer, ici dans le tournoi, exactement en quart de finale, pas avant. Avant, ils vont être banals. En quart de finale, on va dire, ok, cette Angleterre, elle peut être largement championne du monde. Et Argentine-Colombie, un match qui a souvent lieu, un match qui se répète, un match qui a fait des étincelles. En phase de qualification, la Colombie a largement accroché cette Argentine, l'a gagnée, il me semble. Et cette Colombie est séduisante, seulement l'Argentine, la force collective de l'Argentine, individuellement pas si impressionnante, mais tellement unie, tellement bagarreur, tellement chien sur ce terrain. La Colombie aussi, vous allez me dire, c'est vrai, mais l'Argentine a Messi. On peut encore dire ça en 2026. Non, j'imagine l'Argentine le faire. Mais ok, si la Colombie le fait, c'est pas une énorme surprise non plus. Et là, on se retrouve avec nos demi-finales. L'inattendu France-USA. Où, sans suspense, j'imagine une France crever la défense américaine, états-unienne. J'avoue que si c'est l'Espagne qui passe face aux États-Unis, ce qui est probable, je vois peut-être plus l'Espagne face à la France. Nous embêter. C'est pas le cas dans mon scénario, et si c'est les États-Unis, c'est pour la France. Qui file en finale, face à qui? On a d'un côté la dernière finale de la Coupe du Monde, l'un des plus grands matchs de l'histoire de la Coupe du Monde, triplé de Mbappé, doublé de Messi. En finale, les deux seront en lutte pour être le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, tous les deux. Un remake d'il y a 8 ans, Coupe du Monde 2018. Le 4-3, un des autres grands matchs de l'histoire de la Coupe du Monde. Et en face, l'Angleterre. Est-ce qu'elle peut enfin le faire? Elle est habituée à ces sphères-là de la compétition. Le crunch, France-Angleterre, ça serait dingue. Et entre Angleterre et Argentine, je trouve que l'Angleterre a plus de qualité. Faut pas que ce match aille au tir au but, parce que Pickford vs Dibou Martinez, il n'y a pas photo sur tir au but. Si ça va au tir au but, Argentine. Mais avant, si ça se termine avant, en 90 minutes ou en 120, je mets l'Angleterre, qui enfin arrive à passer le cap. Le vrai cap, ça serait de gagner la finale quand même. Est-ce qu'il le ferait face à la France? Bon, la France, c'est l'équipe à abattre. Hein. C'est celle qui fait peur, de très loin. Mais cette France-là a quand même des lacunes, qu'on a du mal à voir parce que les adversités sont faibles. Là où l'Angleterre, nous on joue pas bloc bas. L'Angleterre, elle trouvera des espaces. Jude Bellingham, l'homme le plus clutch de la dernière décennie, pourrait offrir cette victoire à l'Angleterre pour mon plus grand désarroi. Ça, c'est pas le scénario que j'aimerais voir se produire. Je voudrais voir la France, évidemment. Mais je reste sur ma position du début de compétition, l'Angleterre championne du monde. Qu'est-ce que vous en dites, vous, de tout ça? Quel est votre prono? Est-ce que vous avez changé d'idée, d'avis? Est-ce que vous voyez des surprises, des déceptions? Bah écoutez, on verra ça très rapidement ensemble. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, ça peut être vraiment chouette. Puis je vous dis à très vite pour les prochains récaps.